Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un ami que nous n'avons pas rencontré depuis un certain temps et qui a fait un travail extraordinaire sur les relations entre Haïti et la République dominicaine. On a même fait un film, Haïti, l'union fait la force. D'abord, avant toute chose, je vais demander à mon ami le professeur Lasconi de se présenter. Bonjour Jean-Emmanuel, heureux d'être invité à nouveau par toi dans ton émission. Je suis Ngombulu Yasangi Yaminabantu Lasconi. Lasconi est mon patronyme, mon prénom est kilométrique, il signifie en langue Congo le lion de la brousse qui dévora les braconniers. C'est un prénom tétomique Congo. Je suis enseignant, chercheur pluridisciplinaire, documentariste, historiographe, auteur, mais aussi poète jazz, puisque j'ai un orchestre de jazz qui s'appelle le Pan-African Jazz Orchestra. Je suis également globetrotter qui compte à son compteur 98 pays, dont Haïti et la République dominicaine à plusieurs reprises. Donc j'ai une assez bonne connaissance de la Caraïbe, pour ne pas dire une excellente connaissance de la Caraïbe, région dans laquelle mes ancêtres, mes aïeux ont été déportés, et donc je souhaitais en savoir davantage sur leurs descendants, les réalités, les survivances des cultures africaines, des cultes africains, la gastronomie africaine, etc. Voilà en gros qui je suis. Et je vous assure, mesdames et messieurs, qu'il y a certaines parties du CV qui ont été occultées pour ne pas être trop long. Professeur Lasconi, j'aimerais d'abord savoir ce qui t'a fasciné toi, mais ce qui fascine en général les Africains par rapport à Haïti. Haïti est le premier État noir indépendant hors d'Afrique. L'Afrique a multiplié des défaites depuis la chute de ses empires. Jusqu'au début du XXe siècle, les derniers empires africains se sont effondrés. L'un des derniers à s'être effondré, c'est le royaume du Dahomey, en 1894, après la bataille de Goro. Donc nous sommes à la veille du XXe siècle. Mais l'Afrique renoue avec la victoire sur une terre de déportation, qui est Haïti, qui à l'époque s'appelait Saint-Domingue, où les Africains ont battu la plus grande armée du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par ses meilleurs officiers. D'abord Charles-Victor Leclerc, son beau-frère, puis Jean-Baptiste Donatien de Vimeur. Et c'est cette victoire, celle de Vertières de 1803, du 18 novembre 1803, qui va redonner de l'espoir au continent mère, parce que 60% des effectifs de l'armée de libération de Saint-Domingue qui va accoucher Haïti étaient constitués de Boussales, c'est-à-dire des Africains nés sur le continent. Et pour la première fois, ils ont mêlé spiritualité et science. Et c'est cela qui est le secret de la victoire. Parce que comment expliquer des gens qui avaient des armes rudimentaires, qui étaient considérés comme des biens meubles, ont réussi en quelques années à défaire la plus grande armée du monde, celle qui avait brûlé Moscou, Rome, etc. C'est en cela que Haïti est non seulement une énigme pour beaucoup de gens, mais une fierté pour les Africains, parce que c'est Haïti qui inspire 93 ans plus tard la première victoire significative militaire en Afrique, celle qu'on appelle la bataille d'Adwa du 1er mars 1896. Mais si on n'étudie pas rigoureusement l'histoire d'Haïti, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à Adwa, puisque Adwa est une région d'Éthiopie où, pour la première fois, une armée motorisée a été vaincue par une armée indigène, celle de l'empereur Ménélique II. Mais qui était le conseiller de Ménélique II? Celui qui va recevoir le titre de Jazz Match, c'est-à-dire aide de camp. C'est Benito Sylvain, fils d'Haïti, qui revient en Afrique pour donner de précieux conseils à un empereur africain. Et donc la victoire d'Haïti, la victoire à Haïti, c'est une victoire africaine et la victoire d'Adwa est une victoire haïtienne. C'est en cela que Benito Sylvain, amiral haïtien, va être le représentant de deux États
au premier congrès panafricain de 1900. Un passeport haïtien, sa terre natale, et un passeport éthiopien. Une république et une monarchie. Voilà en gros l'histoire que l'on ne nous enseigne pas souvent sur Haïti, sur l'Afrique et Haïti. Et aussi, il y a des ponts de solidarité que nous évoquerons plus tard parce que on a l'impression que l'Afrique terre-mère a oublié ses enfants déportés, mais c'est faire preuve d'une ignorance abyssale. Lorsque le 12 janvier 2010, je n'ai pas besoin de papier, tout est dans ma tête, j'ai les dates. Le 12 janvier 2010, Haïti est frappé par un tremblement de terre qui durait exactement 37 secondes. Qui sont les premiers à se mobiliser? Ce sont les Africains du continent. Le plus grand contributeur, c'est la République démocratique du Congo, pays qui a été lui-même fragilisé par un conflit armé, qui a remis à la Robank un chèque de 2,5 millions de dollars. Même le Libéria, qui sortait encore de ses cendres, avait donné une somme symbolique de 750 000 dollars. Qu'en est-il de la République du Nigeria, le plus grand État africain, le plus peuplé? Le Nigeria fut le premier pays à envoyer des médecins légistes, mais aussi des policiers, pour venir sortir nos frères et sœurs des décombres du tremblement de terre. Voilà autant de choses que nous devons étaler pour raffermir les liens, parce qu'on ne peut pas couper définitivement le cordon ombilical. Haïti, c'est nous. Nous sommes Haïti. Voilà, en gros, ce que je pourrais dire. Et c'est ça qui me motive à parcourir cette île qui est tant décriée, mais si riche en culture, en patrimoine. Lorsqu'on visite Haïti, on est jaloux de la science dont ont fait preuve nos ancêtres, ce qui montre que Haïti est une terre d'excellence. Parce que comment expliquer que des gens qui ont été privés d'éducation ont pu produire des édifices féeriques qui ont défié le temps? C'est ce que j'appelle l'arrogance technologique. La citadelle La Ferriette en est la preuve. Je l'ai filmé intégralement de bas en haut avec mon drone. Mais comment des hommes qui n'ont pas été à l'école ont pu sortir cet édifice sous terre qui a même défié les tremblements de terre, les cyclones, etc. On pourrait citer d'autres édifices comme le Fort Jacques, le Fort Alexandre à Kenskoff. Voici le patrimoine matériel laissé par les Africains et leurs descendants à Saint-Domingue, parce que je dis bien que 60% de la population, 60% plutôt de l'armée de libération de Saint-Domingue était constituée des Africains nés sur le continent, ceux qui parlaient encore leur langue, ceux qui pratiquaient encore leur culte. C'est ce qui explique que la victoire a été évidente, parce que les techniques qui ont été mises en place pour vaincre l'armée coloniale ont tout simplement été pensées et élaborées en langue africaine. N'oublions pas que nous avons une cité très importante à Saint-Domingue, actuelle Haïti. C'est ce que les Haïtiens appellent le Limbé, que nous, Africains, nous appelons Limbé. Mais Limbé a son éponyme en Afrique, sur le littoral camerounais. Limbé, l'inversion de Limbé en langue lingala donne Mbeli qui signifie couteau. D'où le slogan couper tête boulécaille. Voilà ce que je voudrais exprimer publiquement ici à Montréal auprès de mes frères et sœurs haïtiens, mais pas que, à tous ceux qui voudraient connaître l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora historique. Donc, j'ai fait un film qui dure 1h35. Ce film m'a pris 3 ans de tournage en bravant l'hostilité, puisque... On va parler du film tout à l'heure, professeur Lasconi, puisque c'est un peu l'objectif de cette entrevue. Mais comme toujours, quand on échange avec Lasconi, il y a tellement d'informations qui arrivent. Par exemple, dans tous nos échanges, c'est la première fois que quelqu'un évoque le fait que les pays africains, aussi peu que cela pouvait être, avaient été les premiers à apporter un coup de main à Haïti au lendemain du tremblement de terre. C'est intéressant, mais en même temps, ça n'explique pas, ok, ce souci, ce réflexe humanitaire envers Haïti n'explique pas la distance qu'il y a du point de vue diplomatique
c'est des pays qui avaient été aussi liés, aussi proches d'Haïti historiquement. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, du point de vue diplomatique, les rapports entre Haïti et les pays africains soient aussi distants ou presque insignifiants? Très, très bonne question. Nous devons rappeler une chose, c'est que nos pères des indépendances, pour la plupart, étaient au minimum des nationalistes ou des panafricanistes. On pourrait citer Nkrumah, Lumumba. Et ces gens-là avaient une conscience historique qui explique les liens qui pouvaient exister entre Haïti et les jeunes États indépendants africains, puisque la seule nation africaine qui est indépendante avant Haïti, c'est l'Éthiopie, dont la souveraineté remonte à la nuit des temps. Mais le plus vieux État colonisant en Afrique, c'est le Libéria, créé par des Afro-descendants en 1822 via l'American Society of Colonization et qui obtient son indépendance en 1847, soit 43 ans après Haïti. Donc ça veut dire que tous les autres pays africains qui accèdent à la souveraineté nationale, entre guillemets, sont des bébés par rapport à Haïti, qui obtient son indépendance en 1804. Maintenant, il y a un fait qui est très important à souligner, le représentant de la plus vieille dynastie du monde, celle qu'on appelle la dynastie salomonide, qui s'est éteinte en 1974 en Éthiopie, c'était l'empereur Haïlé Sélassié Ier. Mais il effectuait une visite dont on ne parle pas assez souvent, qui a été bien documentée en 1958 en Haïti. C'est ce qui fait dire aux Jamaïcains que Haïti aurait été probablement le premier berceau du rastafarisme, puisque c'est la Jamaïque qui est l'île voisine qui va embrasser cette philosophie et qui va promouvoir ce qu'on appelle le Back to Africa. L'empereur Haïlé Sélassié aurait pu aller en Jamaïque avant. C'est par Haïti qu'elle a commencé parce que Haïti est la fille aînée de l'Afrique dans la Caraïbe. Haïti a été avant tout un empire avant d'être un royaume et une république. Pourquoi un empire? Parce que l'empereur, le premier empereur d'Haïti, l'empereur Jacques, mieux connu sous le nom du général Jean-Jacques Dessalines, a été formé par une prêtresse du nom de Toya, Victoria Moutou. Mais il faut aller dans la ville de Badagry pour trouver les origines de cette famille. Donc c'est pour cela que ceux de nos chefs qui avaient une conscience historique ont immédiatement voulu établir des relations diplomatiques, commerciales et culturelles avec Haïti. Mais Haïti avait beaucoup plus d'expérience en tant qu'État que la plupart des jeunes États. Donc, c'est une période de gestation qui peut prendre encore beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, rassurez-vous qu'il y a des pèlerinages qui se font. Je suis l'un des organisateurs de ces pèlerinages en Haïti. Combien de fois ne me suis-je pas rendu en Haïti avec une délégation constituée ultra majoritairement d'Africains? Maintenant, on ne va pas faire de l'angélisme, il y a eu des failles. La plus grande faille et la plus grande trahison de l'Afrique vis-à-vis d'Haïti, ce n'est pas les déportations, c'est le 1er janvier 2004, où il n'y a eu qu'un seul chef d'État africain, Thabo Mbeki, digne successeur de Mandela, qui s'est rendu à Port-au-Prince pour célébrer le bicentenaire. Et là, c'est une faute grave que nous avons tenté de réparer. 14 ans plus tard, voilà pourquoi nous avons été demandé pardon au musée des Panthéons des héros nationaux, ce qu'on appelle le Mupana, au Champ de Mars, pour dire que nos dirigeants, si on peut les appeler ainsi, ont failli. Mais l'honneur a été quand même sauvé par le président Thabo Mbeki, prosélyte de la Renaissance africaine, parce qu'on ne peut parler de Renaissance africaine sans parler d'Haïti, surtout de sa révolution de 1803. Mais un autre aspect que nous devons soulever, oui, il y a un fait très important que nous devons soulever. Lorsque le président Aristide, Jean-Bertrand Aristide, a été kidnappé et déporté vers l'Afrique sous une opération baptisée Rochambeau, c'est l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki qui a accueilli le président Jean-Bertrand Aristide, qui bénéficie encore de son statut de chef d'État. C'est ce qui explique quand ce dernier fait son retour définitif en Haïti. On va recentrer la chose sur
l'objectif du film, parce que j'ai commencé par souligner que l'objectif de cette entrevue, on aura l'occasion de revenir sur certains pans historiques avec le professeur Lasconi lors de prochaines entrevues. Euh, Pourquoi avoir choisi le thème des relations entre Haïti et la République dominicaine et parler de malentendus, puisque les relations entre les deux pays euh, ont connu des hauts et des bas, dans certains cas beaucoup plus de bas que de hauts, en fonction également des régimes en place. Le malentendu est au départ des relations, selon vous. Je voudrais avant tout préciser que Oui, le thème du film est avant tout Haïti, l'union fait la force. Parce qu'il s'agit d'une île qui a été divisée en deux. Une partie dite francophone, une partie dite espagnole. Mais rappelons quand même qu'aux Haïtiens, aux citoyens dominicains, ceux de la République dominicaine, que les ancêtres communs ont pris les mêmes bateaux. Ce sont les colons qui ont divisé artificiellement l'île qui, à la base, ne leur appartenait. Il existe en République dominicaine, ça, peu de gens le savent, des sociétés secrètes mm. africaines. Et pour préciser pour nos auditeurs et téléspectateurs, euh, signalons que quand tu parles des ancêtres des deux pays qui ont pris le même bateau, c'est le voyage à bord du négrier, c'est-à-dire Absolument. les Européens Dans qui le sont dernier, partis, c'est ça, les Européens qui sont partis de l'Europe pour se rendre en Afrique et venir sur les nouvelles terres d'Amérique. absolument. Non, plutôt les Africains Mhm. venus d'Afrique venus d'Afrique de force vers la Caraïbe, C'est ça, très pas bien. les Européens. Hmm. Oui. Et donc, Non, mais aujourd'hui, non, je veux dire que le bateau est parti avec quand même des navigateurs, des colons, etc., absolument, pour se absolument. rendre en Afrique et revenir. Absolument. Et surtout, merci d'avoir souligné cela, parce qu'il y a un point très important, c'est que Hispaniola, l'île qui abrite, si je peux me permettre, Haïti et la République dominicaine, fut la première île où a accosté les navires négriers de Christophe Catastrophe Colomb. Ce dernier reçut l'argent de Isabelle de Castille, qu'on appellera plus tard Isabelle de la catholique. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inauguration de la route de l'Atlantique Nord. Donc, Haïti et République dominicaine, qui font partie de l'île de l'Hispaniola, la petite Espagne, Hmm. c'est le point de départ de la conquête de l'Amérique. Et il y a des symboles dont nous parlerons plus tard. Je voudrais ne pas me disperser parce que lorsqu'il s'agit de parler d'Haïti, je suis comme un robinet qu'on ne peut plus arrêter et je ne voudrais pas inonder l'émission avec des informations qui peuvent aller de gauche à droite. Ce On que je va, voudrais ici me concentrer, oui, c'est on de va parler du concentrer sur la malentendu. République dominicaine. Oui, c'est parler du malentendu parce qu'il y a un véritable malentendu. Pourquoi j'ai intitulé mon exposé d'abord? Puisque le film, c'est L'Union fait la force. Hmm. Donc, c'est une série de films documentaires que je fais. Donc, le premier, c'est celui que je viens de vous montrer, L'Union fait la force, qui se concentre d'abord sur la révolution de Saint-Domingue, l'indépendance et la première réunification de 1801, opérée par Toussaint Louverture. Mais ce que je voudrais dire quand je parle de malentendu, c'est que lorsque nous avons effectué notre premier pèlerinage en Haïti avec des étudiants africains, je leur ai suggéré par la suite d'aller en République dominicaine pour aller nous imprégner des réalités de là-bas. Je peux vous assurer que 99,99% de la délégation était hostile parce que pour eux, cette partie de l'île était essentiellement habitée par des traîtres négrophobes. Mhm. Or que là, c'est là où l'histoire devient intéressante parce que c'est une vision aussi que beaucoup d'Haïtiens ont. Or, quand je parle de malentendu, c'est que en République dominicaine, il existe des vestiges qui nous rappellent l'empreinte d'Haïti. Vous avez par exemple un wharf qui porte le nom de Sans Souci. Sans Souci est un nom qu'on retrouve beaucoup plus en Haïti qu'en République dominicaine, puisqu'on sait pourquoi le nom de Sans Souci, c'est déjà un palais, Mhm. le plus grand d'Haïti.
Donc, comment expliquer qui est un WARF au cœur de Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine, qui porte le nom de Sans Souci? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il existe des sociétés secrètes. Ce qui est secret n'est pas public, donc il faut pouvoir se faire initier ou fouiner, avoir des parents pour y accéder. On a des sociétés secrètes, donc je peux le prouver pendant mes exposés, en République dominicaine, qui communient à des périodes bien précises avec les sociétés secrètes qui existent en Haïti. Quand je parle de sociétés secrètes, il s'agit de sociétés secrètes africaines qui ont gardé leur rituel et leur rite. Donc voilà pourquoi je parle de malentendus, parce que il y a constamment des tensions politiques. Pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, je parlerai plutôt du massacre des Haïtiens sous le règne du président Trujillo en 1937. Raphaël. Et ce massacre a été bien documenté. Donc j'ai une multitude de photos, d'archives que j'ai pu trouver de gauche à droite, en Espagne. Mais Lasconi, on va revenir sur quelque chose qui pourrait, pour ceux qui ont travaillé sur les relations entre la République dominicaine et Haïti, euh, tu parles de lien entre les sociétés secrètes. Pourtant, on avait l'impression qu'à un certain moment, au cœur d'une certaine résistance par rapport à la coopération haïtiano-dominicaine, même pendant la période d'occupation de la République dominicaine par Haïti sous Boyer, on a mis au cœur de tout ça une société secrète qui s'appelait la Trinitaria. Donc, pouvait-il avoir oui, mais justement, ce n'est pas, oui. Ce n'est pas celle-là dont je parle, justement. Celle-là, elle est au cœur de la dislocation même d'Haïti. Très bien. Puisque le coup d'État qui renverse Voyer vient justement de cette société secrète qui a été fondée par un carteron du nom de Juan Pablo Duarte. Donc, ce n'est pas une société secrète africaine, c'est une société secrète coloniale, puisque j'ai été même au cœur, j'ai filmé le lieu. Je n'aurais jamais imaginé de ma vie me retrouver dans l'édifice qui a abrité le siège de cette société secrète qui se trouve au cœur de Santo Domingo. Et là, je ne vais pas faire la conférence avant la conférence ou parler du contenu du film puisqu'il n'aurait plus de sens. Mais je peux vous assurer que la Trinitaria, qui fait référence à la Trinité, donc à un égrégore chrétien, n'a rien à voir avec les sociétés secrètes dont je parle, qui sont des sociétés secrètes africaines, qui sont situées dans des lieux bien précis en République d'Haïti et en République dominicaine. Donc, ce sont des gens qui se rencontrent à une période pour communier en faisant des rituels ensemble. Je donnerai un élément, parce que ce qui est secret ne doit pas être divulgué, mais je donnerai un élément pour les initiés haïtiens et pour les initiés afro-dominicains, les initiés même afro-cubains. Nous avons un tambour. Ce tambour se trouve au musée de Kenskoff. C'est le tambour à Soto. Mais il a son origine dans la ville de Badagry, au Nigeria, port négrier, qui s'appelle Soto. Et les Cubains l'appellent Arara. Et il faut entendre les rythmes joués en Haïti, entendre les rythmes joués en République dominicaine, entendre les rythmes joués à Cuba pour comprendre la nature du rituel. Mais pour cela, il faut être initié et n'est pas initié qui veut. Voilà pourquoi je parle des malentendus, parce que lorsqu'on observe la scène politique, justement, ce qui se passe, c'est les maltraitances, les massacres, les problèmes de frontières, les expulsions, les rafles policiers. On a l'impression que rien d'autre ne se fait. Et moi, j'ai recueilli des témoignages des Haïtiens vivant en République dominicaine. Quelques Dominicains mariés à des Haïtiens pour mieux expliquer les choses. Et j'ai rencontré surtout des intellectuels, pas des intellectuels préfabriqués, mais des intellectuels dominicains. Je pourrais citer notamment le professeur Dario Solano, qui milite pour une réunification. Chose impensable de nos jours, parce que quand on voit l'hostilité, tout ce qui se passe, on a parfois même l'impression que la fraternité, la communion est impossible. Et c'est en cela que je dis que quel que soit le degré de haine qui puisse exister entre les deux pays, quels que soient les malentendus, comment dirais-je, les malentendus,
il y a des bribes de vérité, nous avons des éléments qui peuvent nous permettre de nous réconcilier avec notre histoire commune. Parce que c'est avant tout une île qui est divisée en deux. Et ce n'est pas l'unique île qui est divisée en deux dans la Caraïbe. On peut prendre le cas de Saint-Martin. Vous avez la partie néerlandaise et la partie française. Il n'y a aucune hostilité. Pourquoi cette hostilité permanente? Chaque fois, il y a des morts. Chaque fois, il y a des expulsions. Chaque fois, il y a des crises politiques, des fermetures de frontières. Qu'est-ce qui explique cela? Eh bien, c'est ça le cœur de la discussion, c'est le cœur de mon investigation. Et je ne pourrais pas, malheureusement, m'étendre au cours de cette émission. Pourquoi? Le but, c'est de faire venir les gens à la conférence, parce que toutes mes conférences sont illustrées. Moi, je ne suis pas un chercheur de bureau. Parce qu'il faut bien rappeler à nos frères et sœurs haïtiens, mais aussi aux téléspectateurs qui nous suivent, que moteur de recherche n'est pas synonyme de recherche. Un moteur de recherche, on peut trouver des bonnes et des mauvaises informations parce que chacun y met ce qu'il veut. Mais la recherche consiste à aller sur le terrain, à observer les vestiges, à interroger les bibliothèques humaines qui sont les humains. Et je pourrais citer des hommes comme Max Beauvoir, paix à son âme, qui n'est plus de ce monde, qui a été une personne ressource. Je pourrais citer ma grande sœur, professeur Baïna Bello, qui est une personne ressource parce que c'est en faisant la rencontre de certaines de ces personnalités haïtiennes que j'ai été davantage édifié, parce que lorsqu'on aborde le sujet Haïti-République dominicaine, de façon profane, il y a des tas d'éléments qui nous échappent. Pourquoi tout ça se fait arrêter aussi facilement? Pourquoi il va mourir loin de sa terre natale? Les Bambara, peuple ancien du Mali, disent tous les jours l'oreille va à l'école. Autrement dit, on apprend tous les jours. Figurez-vous que mon cher frère Jean-Emmanuel, avant de venir ici à Montréal, j'étais en Scandinavie. Scandinavie, c'est le nord de l'Europe. Et là encore, tout ça, c'est à cause d'Haïti. Parce que Haïti est une île. Une fois que vous y mettez les pieds, que vous vous abreuvez à sa source, eh bien, vous allez vous rendre compte que son histoire est tellement tentaculaire. Et qu'est-ce qui t'a envoyé jusqu'en Scandinavie? Parce que la Suède a entretenu des relations commerciales avec Haïti à une époque où Haïti était mis sous embargo. Ça, on a des traces, on a des documents, on a des sculptures qui l'attestent. Mais ma plus grande déception, c'est de voir que nombre des intellectuels haïtiens, pas tous bien entendu, mais nombre d'entre eux, se contentent beaucoup plus de l'historiographie coloniale. C'est pour cela que moi, je milite pour la décolonisation de nos humanités classiques. On ne peut pas parler de renaissance africaine, je n'ai pas dit panafricaine, renaissance africaine. Donc là, je parle du continent, en excluant Haïti, parce que Haïti nous permet de renouer avec la victoire. Et cette victoire est commune. Les Haïtiens ne peuvent pas dire c'est la nôtre, puisque ceux qui, pour la plupart, l'ont menée étaient nés en Afrique. Donc, pour nous, c'est d'abord comprendre le pourquoi du comment. Je vous donnerai l'exemple tout simple. L'un des derniers bateaux qui est arrivé à Saint-Domingue sur l'île de la Tortue, c'est la Marie Séraphique. Bateau négrier piloté par l'amiral Fautrel-Gauche, dont le prototype se trouve au musée, au château des Ducs de Bretagne, en France, qui est l'un des plus grands centres sur la recherche de ce qu'on appelle traite négrière transatlantique, que nous, Africains, émancipés, que nous appelons MAAFA, qui signifie catastrophe en langue kiswahili. Eh bien, rien que ce bateau nous permet de comprendre le pourquoi du comment. Comment on va dénégrifier, on va chercher à dénégrifier l'île d'Hispaniola. Quand on parle de dénégrification, on parle systématiquement de désafricanisation. Mais c'est que on ne peut pas combattre la nature parce que chasser le naturel lui revient au galop. On voit bien que Haïti, Cuba, la Louisiane et le Brésil, 4 terres de déportation sont les 4 terres où les anciens esclaves ont réussi à coloniser spirituellement leurs anciens bourreaux. Allez en Nouvelle-Orléans, vous trouverez des Blancs ou des gens qui se font appeler Blancs qui portent des talismans africains qu'on appelle mojo, d'où des morceaux de blues, ceux de Muddy Waters comme I've Got My Mojo Working.
Mm. On pourrait parler de ces choses en République dominicaine, Je- on pourrait parler de ça à Cuba et en Haïti. Absolument. Donc, Je quand je... crois que, par exemple, on va voir l'omniprésence dans la dynamique culturelle, l'omniprésence de l'Afrique en Haïti, à Cuba, en Nouvelle-Orléans certainement, mais cette dénégrification, je crois, a été encore plus présente. Ce souci, à preuve, en République dominicaine, sur les papiers officiels, il n'existe pas de Noirs. Il existe les blancs et les mulâtres. Les noirs, on les appelle les indios sur les papiers officiels. On a tellement de choses à échanger, mais ça sera pour un prochain rendez-vous, professeur Lasconi. On rappelle le rendez-vous de cette fin de semaine à Montréal. C'est un brunch qui sera Il y en organisé. a deux. Il y a deux rendez-vous. Le premier rendez-vous a lieu le samedi 13 septembre 2025 au Palais des Congrès de Montréal, où je serai avec mon frère, le docteur Jean-Fils Aimé, Georges Larac, et aussi Maguette Ouad, qui est une entrepreneuse sénégalaise. Il y aura un panel très important, donc nous parlerons également d'Haïti, mais l'intitulé de cet événement est Héritage et horizon au pluriel. Et on ne peut pas parler d'héritage et d'horizon sans inclure la République d'Haïti ou la République dominicaine. Panafricaniste. Mais maintenant, Voilà. il y a Le deuxième événement aura lieu donc le dimanche à partir de 13h au restaurant Brabec. tropical, oui. Oui, donc c'est un événement qui est organisé par Passion Culture, qui m'avait déjà organisé l'événement à la Perle Et retrouvée notre en ami 2019. Passion Voilà. Culture. Oui, donc pour des raisons de Covid, je n'ai pas pu me rendre ici en Amérique du Nord. Mais donc l'occasion m'est donnée justement d'exposer davantage des choses que j'ai accumulées parce que pendant 6 ans, j'ai travaillé, j'ai fait des recherches, je me suis rendu en Haïti, je me suis rendu un peu partout en Grèce pour collecter un certain nombre de documents susceptibles de nous éclairer. Voilà. Merci beaucoup, professeur Lasconi. C'est le même plaisir d'échanger avec toi. Évidemment, on aura d'autres occasions. On se retrouve pour ne plus se quitter. On ne se quittera jamais parce que le bateau est parti, nous ne savions pas dans quelle direction il partait, mais finalement nous nous sommes retrouvés. Donc le GPS ancestral est bien plus puissant que la géopolitique. Absolument. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, d'avoir été avec nous jusqu'à cette présente minute. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Lasconi. Merci.